Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 0 du podcast Cornelius Nzira, un épisode entièrement consacré à la 23e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May qui s'est tenu du 27 au 31 janvier 2016. Allez, on entame tout de suite avec le sommaire de cette deuxième partie parce qu'il est assez dense, alors on ne perd pas de temps. Nous commencerons par fêter Noël en retard avec le film Silent Night et ce sera l'occasion de revenir sur Rare Exports, un film finlandais qui avait été projeté au cours de l'édition 2011 du festival de Gérard May. Tout de suite après, on se fera une orgie de bonbons en écoutant du heavy metal et en parlant du film The Devil's Candy de Sean Byrne et ça sera également l'occasion de revenir sur un autre film qui avait été projeté en 2011, à savoir The Loved Ones, donc du même réalisateur Sean Byrne. Et puis on ricanera en parlant du malheur des autres, en évoquant le documentaire de David Gregory qui s'appelle Lost Soul et qui revient sur le naufrage que fut le tournage du film L'île du docteur Moreau. Après ça, on rendra hommage à l'éducation nationale en parlant de Cooties, un film où les écoliers se transforment en zombies. Je vais également profiter de cette deuxième partie pour dire un petit mot concernant l'hommage qui a été rendu à Alejandro Jodorowsky et je ne parlerai pas de sa version de Dune, mais j'en parlerai quand même parce que je peux vraiment pas m'en empêcher. Et enfin, on fera la fête sous la pleine lune en évoquant le film Hall, un film donc de loup-garou. Et en guise de bonus, je vous parlerai également de la masterclass maquillage consacrée à la planète des singes. Et je vous ferai une petite chronique d'un 3 titres du groupe de trash qui s'appelle Defractor. On va également conserver la même structure que la première partie de cet épisode, c'est-à-dire qu'entre chaque film, on prendra une petite respiration musicale et je vais continuer dans la thématique donc de la scène punk française. Et enfin, comme dans la première partie, à chaque fois que ce sera possible, j'évoquerai d'autres podcasts qui reviennent sur des thématiques que j'aborde au cours de cette deuxième partie. Voilà, parce que ça sert à rien de répéter ce que d'autres ont déjà très bien dit. Puis c'est également l'occasion de vous faire partager les autres podcasts que j'apprécie. Allez, cette fois, je crois que j'ai tout dit, on peut y aller. Silent night, holy night, all is calm. Got something for me? Mes aventures jéromoises ont donc continué le vendredi 28 janvier à 9h du matin avec la projection de Silent Night, un film présenté hors compétition et qui a été réalisé par Steven Miller. Alors, avec un titre pareil, on se doute bien que le thème du film tourne autour de Noël. En fait, il s'agit du remake d'un film sorti en 1984 et qui s'appelait Silent Night, Deadly Night, un titre qui avait été traduit en français par Douce Nuit, Sanglante Nuit. Et il existait un titre alternatif que personnellement j'aime beaucoup, à savoir Du sang dans les souliers. Tout un programme. Donc voilà, ce film, comme je le disais, est sorti en 1984. Il a connu 4 suites. Et donc on va jouer la carte de la transparence. Ce film original, je ne l'ai pas vu. Et ces suites, je les ai encore moins vues. Et donc pour continuer dans la transparence, j'avais absolument pas prévu d'aller voir Silent Night. Il était pas dans ma liste de films. Pour être tout à fait sincère, je pensais plutôt faire une grasse matinée ce matin-là. Mais il se trouve qu'en fait, un de mes acolytes donc, qui partageait la location avec moi, lui, il avait décidé d'aller le voir. Et quand il a été prendre sa douche, ça nous a réveillés avec un autre de mes collègues. Donc du coup, nous aussi, on a pris notre douche, on a bu notre café, puis au moment on a regardé la montre, on fait bon, plutôt que d'attendre 2 heures d'aller voir un premier film, on va y aller avec lui, quoi. Donc on a été vite fait sur le site du festival, on a vu que c'était encore possible de réserver, bim bam boum, en 2 coups de clic, c'était fait, et voilà, quoi, un quart d'heure plus tard, on était dans la salle. Donc voilà, tout ça c'est pour vous donner un peu le mood dans lequel j'étais en allant le voir, c'est-à-dire que, donc comme je le disais, avec un titre pareil, je me doutais bien que ça allait parler de Noël, mais en fait, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais voir. Ce film, je l'avais zappé. Et c'était pas sans raison en fait que je l'avais zappé, parce qu'en fait, il y avait quand même quelques indices qui laissaient à penser que ça allait pas être un chef-d'œuvre. Déjà, le film date de 2012, donc d'il y a 4 ans. Alors, c'est pas forcément mauvais signe qu'un film soit présenté dans un festival longtemps après sa sortie, mais bon, ça invite quand même un petit peu à la méfiance.
Surtout quand on sait qu'en 2012, Steven Miller, donc je rappelle, hein, le réalisateur de Silent Night, eh bien cette année-là, il avait réalisé 2 autres films. Alors encore une fois, on va éviter les conclusions hâtives, hein. C'est pas pour autant qu'on va le qualifier de tâcheron, enfin ça laisse quand même la place au doute. En reprenant mes notes au cours de la préparation de cet épisode, pour Silent Night, je me suis rendu compte que dans mon carnet, il y avait juste écrit le titre. Et pour cause, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. De toute façon, je vais conserver la ligne éditoriale de ce podcast, hein, appelons ça comme ça, et donc je m'attarderai pas sur ce que j'ai pas spécialement aimé. On va quand même revenir sur l'histoire du film, hein. Donc l'histoire, elle est censée se passer dans une petite ville du Wisconsin quelques jours avant Noël. Donc dans cette ville a lieu une sorte de contest de Père Noël. Plus exactement, il s'agit de la parade annuelle de Noël. Donc du coup, dans la ville, partout, il y a des mecs déguisés en Père Noël. Et parmi ces faux Père Noël se cache un serial killer. Un quoi? Serial killer qui choisit ses victimes parmi des personnes qui ont commis des actes, on va dire, répréhensibles par la morale. Quand je dis ça, je pense principalement à en gros ce qui se passe en dessous de la ceinture. Donc on est clairement dans le registre du slasher, et l'une des règles d'or du slasher, c'est si tu fais du zizi, tu finis en charpie. Donc on va continuer en évoquant la distribution. Je vais aller très vite. Le rôle principal est tenu par Jamie King. Donc ouais, on la connaît surtout pour son rôle de Goldie dans Sin City. Parmi les seconds rôles, je m'en tiendrai à un seul, c'est-à-dire celui du shérif, qui est tenu par Malcolm McDowell, donc qu'on connaît pour beaucoup de choses, mais principalement pour Orange Mécanique. Voilà, Malcolm McDowell, c'est vraiment un acteur incroyable. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais là, très honnêtement, je pense qu'il avait un peu de mal à payer ses impôts. Et donc, il est venu cachetonner sur Silent Night. Je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il a été séduit par le scénario, mais c'est quand même l'impression que ça donne. Justement, le scénario, on va y revenir. Donc, on suit l'enquête menée par l'adjointe du shérif, à savoir Jamie King. Par contre, même si l'enquête est menée par une femme dans une ambiance enneigée, détendez-vous, c'est pas Fargo, hein. D'ailleurs, je parle de neige, mais en fait, de la neige, il y en a pas tant que ça. Pour le coup, c'est quand même pas hyper crédible, hein. Que je rappelle, le film est censé se dérouler dans le Wisconsin. Le Wisconsin, c'est une région dans la partie nord du Midwest, donc pour vous situer près des Grands Lacs et de la frontière canadienne. Donc clairement, au mois de décembre, on s'y gèle les miches. Et pourtant, au cours du film, on assiste quand même à une scène où il y a une actrice quasiment complètement nue qui court dans les rues. Et franchement, on a l'impression que ça a été tourné au mois d'avril, limite au mois de juin, quoi. C'est vraiment pas crédible une minute. J'ai pas envie d'aller vraiment beaucoup plus loin, hein. Le film, c'est le prototype du slasher absolument pas inspiré. On assiste à une collection de personnages qui sont des vraies têtes à claques. On a également droit à notre lot de scènes légèrement dévêtues, hein, histoire d'assurer le minimum syndical de ce genre de film. Je le reconnais volontiers, hein, là j'ai la dent dure, hein. Je vais un petit peu atténuer mon propos. Il y a quelques mises à mort qui sont vraiment cool, qui ont fait applaudir et rigoler le public. Et malgré tout, je suis moi-même vraiment un client potentiel de ce genre de conneries, hein. Ok, c'est pas fin. Ok, c'est tout sauf original. Mais voilà, on ricane quand même. C'est clairement un film à mater en DVD entre potes, en mangeant des pizzas et en parlant d'autre chose. Par contre, ouais, je suis pas sûr que ça a un grand intérêt sur grand écran et dans un festival. Voilà. Bon, c'est le genre de film. À peine vous êtes sorti de la salle que déjà vous l'avez oublié. J'ajouterai juste une chose. Alors, si le film est un remake, il serait également inspiré d'un fait divers, hein, un fait réel, donc le massacre de Corina. Alors, c'est un massacre qui a été perpétré en 2008 dans la banlieue de Los Angeles. Et donc, ouais, l'histoire, c'est un type qui venait de divorcer ou sur le point de divorcer. Et il s'est pointé la veille de Noël dans son ex-belle famille, déguisé en Père Noël. Et il avait à la main un 9 mm et un lance-flamme qu'il avait fabriqué lui-même, hein, voilà, en mode DIY. Et donc en tout, il a fait 9 victimes,
dont son ex-épouse, la 10e victime étant lui-même. Le gars se serait flingué. En même temps, apparemment, il s'était brûlé avec le lance-flamme qu'il avait fabriqué lui-même. Un fort joyeux Noël en somme, quoi. Ça ressemblait plutôt à la fête des morts. Bonne fête des morts, mesdames! Et donc une dernière chose, comme je le disais, l'original, donc Silent Night, Deadly Night, c'est un film qui est sorti en 1984. Et cette année-là, un autre film décrivant un Noël épouvantable était à l'affiche. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, je parle de Gremlins. Et voilà, Gremlins que j'avais brièvement évoqué au cours de la première partie de l'épisode, quand j'avais parlé de Joe Dante. Bon, là je le fais de manière un peu téléphonée, mais si je reparle de Gremlins, c'est juste pour faire une sorte de mini mea culpa. En fait, j'avais prévu de parler de 80s le podcast, et j'ai complètement oublié de le faire. Donc 80s le podcast, c'est un podcast que j'aime beaucoup, sinon j'en parlerai pas. Et comme son nom l'indique, chaque émission revient sur une thématique des années 80, que ce soit les dessins animés, la musique, la pub et bien évidemment le cinéma. Et donc il y a pas mal de temps déjà, ils avaient fait un épisode entièrement consacré aux Gremlins et à sa suite. C'est pas exactement un épisode qui va vous dévoiler tous les secrets de tournage, même s'ils en révélaient quelques-uns. Mais voilà, c'est l'occasion d'écouter chaque intervenant, revenir sur la manière dont il a découvert le film, sur les sentiments qu'il en garde. Donc voilà, un épisode clairement basé sur la nostalgie, qui est hyper plaisant à écouter. Donc si vous ne connaissez pas 80s le podcast, ou si vous avez loupé cet épisode, ça vaut le coup de jeter une oreille. Pour en revenir au festival de Gérardmer et à la thématique de Noël, je voulais faire un petit retour sur un film projeté au cours de l'édition 2011. C'était un film scandinave qui s'appelle Rare Exports. J'ai pas revu le film depuis, donc mon souvenir commence à être un petit peu lointain. Bon, je vais quand même vous en parler rapidement. L'histoire se passe en Finlande, au-delà du cercle polaire, dans un village d'éleveurs de rennes. Un village qui est situé pas très loin d'un immense puits creusé par une société qui exploite des richesses naturelles. Alors je sais plus ce qu'ils cherchaient exactement, c'était des hydrocarbures ou du gaz. Toujours est-il que c'était une société américaine, forcément. Et donc le forage de ce puits, avait réveillé, semble-t-il, une entité maléfique. Ce qui fait qu'une nuit, le troupeau de rennes du village s'était fait atrocement massacrer de façon mystérieuse et incompréhensible. Donc forcément, les villageois, ils n'étaient pas extrêmement joyeux. En même temps, il faut les comprendre, les rennes, c'est quasiment leur unique source de revenus. Ce qui fait qu'ils décident de tendre des pièges, histoire de choper le monstre responsable du carnage. Et ils finissaient par attraper un vieil homme barbu ultra malsain, un vieillard chelou qui, ça ne semblait pas faire de doute, était le Père Noël. J'en dirai pas plus, mais je me souviens que je m'étais vraiment bien marré. Faut dire que je suis quand même assez client de l'humour scandinave. Et puis voilà, c'est un film qui avait une ambiance vraiment particulière. Donc c'était pas nécessairement un chef-d'œuvre, mais honnêtement, moi je le rematerais bien avec plaisir, quoi. Voilà, donc pour en terminer avec la thématique de Noël, si j'ai pas franchement adoré Silent Night, il y a des gens qui eux détestent Noël, et ce sont les Sons of Buddha.
I don't wanna be with you. And this may come as a brutal shock. Whoa. But Santa Claus doesn't really exist. You're friendly once a year and it makes you feel good. Whoa. You're the reason I really hate Christmas. Whoa, I hate Christmas. Christmas. Whoa, I hate Christmas. I hate Christmas. Whoa, I hate Christmas. Whoa, I hate Christmas. Whoa, I hate Christmas. Hate it. Allez, on continue avec un film en compétition. Il s'agit de The Devil's Candy. C'est le deuxième film réalisé par l'Australien Sean Byrne. C'est un réalisateur que les festivaliers connaissent déjà, hein, parce que son premier film, qui s'appelait The Loved Ones, il avait été présenté au cours du festival Gérardmer de 2011 et il avait même remporté le prix du jury. Bon, on va revenir sur ce film un peu après, hein, juste après avoir parlé de The Devil's Candy. The Devil's Candy, parlons de l'histoire du film justement. Donc l'histoire, c'est celle d'un père de famille, et dans la vie en fait, il est artiste peintre. Il peint pas des bâtiments, hein. Le mec il fait des tableaux quoi. Et donc ce père de famille, artiste peintre, accessoirement, il est fan de métal. Quand je dis qu'il est père de famille, c'est parce qu'il a une fille. Sa fille, c'est une petite minette qui a quoi, 15-16 ans, et qui elle aussi, elle est fan de métal. Par contre, son épouse, elle partage pas trop les goûts musicaux de son mari et de sa fille. Mais bon, ça les empêche pas d'être une famille unie et heureuse. Leur bonheur, en fait, il pourrait même être complet lorsqu'ils font l'acquisition d'une belle demeure, où ils auront tous de la place, où lui pourra faire son atelier pour faire ses tableaux. Mais voilà, le problème, c'est que pas de bol, la maison, c'est l'ancienne demeure des parents d'un espèce de tueur possédé par une espèce d'entité maléfique, peut-être le diable. En tout cas, le tueur, il est un peu chelou parce qu'en fait, il semblerait que le seul moment où il parvient à se libérer de l'emprise des voix qu'il a dans la tête et qui visiblement le pousse à tuer des gens, le seul moment où il arrive à se libérer de ça, en fait, c'est quand il envoie un seul et unique gros accord sur sa Flying V, mais un truc genre du Doom, quoi. Mais toujours le même accord, quoi. Donc voilà, il branche sa Flying V sur un ampli Marshall et brrr, il envoie des gros trucs. Donc en gros, on a affaire à un meurtrier qui est habité par un démon qui fait du drone. Impeccable. Cela dit, ça n'a rien d'étonnant quand on connaît un peu Sean Byrne, hein, que je l'ai dit, il est réalisateur du film et également scénariste. Et lui-même, en fait, c'est un gros fan de métal, quoi. Ouvrons une parenthèse. Dans la foule du festival, j'ai entendu quelqu'un dire que si on n'aimait pas le métal, The Devil's Candy n'avait aucun intérêt. Et franchement, j'étais pas d'accord du tout avec ça. En fait, pour moi, le heavy metal, dans cette histoire, il ne sert juste qu'à matérialiser le lien entre un père et sa fille. Si leur passion commune c'était les cendriers en macramé ou bien s'ils avaient été fans de reggae, l'histoire aurait quand même fonctionné. Alors ok, je le concède, un film de possession, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, avec comme bande-son du Jimmy Cliff, ça le fait peut-être un peu moins que si c'est du Metallica ou du Slayer. Et ce que je vais également concéder, c'est qu'il y a énormément de fans de films d'horreur qui aiment le métal. Ça peut ressembler à un cliché, mais il y a quand même un fond de vérité derrière, hein. D'ailleurs, moi-même qui aime beaucoup le cinéma de genre, je crache pas sur un bon disque de métal. Ce qu'il faut ajouter également, c'est qu'à certains moments du film, la musique est vraiment intégrée à l'action, donc le métal, ça fonctionne vraiment bien avec les scènes qui bourrent un petit peu, plus que si c'était, je sais pas moi, du Céline Dion. À moins d'être vraiment complètement allergique aux guitares saturées, ça doit pas vous empêcher d'aller voir The Devil's Candy, même si vous n'êtes pas plus fan que ça de métal. Ce que je cherche à expliquer, c'est que, ok, Devil's Candy, c'est un film de possession, il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'ai presque envie de dire qu'avant tout, c'est un film sur la famille. Voilà, le personnage central, j'insiste vraiment là-dessus, c'est un père de famille. Je serais tenté de dire même que le réel sujet du film, c'est la paternité. Clairement, ce gars-là, il aime vraiment très fort son épouse et sa fille. Donc voilà, c'est sa raison d'être, quoi. Même si à côté, il est passionné par la peinture et qu'il aime peindre en écoutant du métal à fond les ballons, quoi. Hein. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous décrire le mood du film au départ, quoi. Comment l'histoire se met en place.
Et donc cet équilibre familial que j'essaie de vous décrire, il va être mis à mal par l'arrivée dans leur vie de ce fameux tueur évoqué plus tôt, donc celui qui fait du drone avec sa Flying V là. Parce que voilà, ouais, donc comme je le disais, c'est la maison qu'ils ont achetée, c'est l'ancienne maison de ses parents, et le mec, bah, il veut juste rentrer chez lui, quoi. Forcément, ça se passe pas très bien. Et surtout, ouais, la relation père-fille, cette relation quasi fusionnelle, elle va méchamment prendre du plomb dans l'aile, parce que le père, il va se mettre lui aussi à entendre des voix dans sa tête. Et il va être comme envoûté, et il va se mettre à faire des peintures complètement malsaines et inquiétantes. Et en plus de ça, en fait, ces peintures, bah, elles vont se révéler être prémonitoires. En gros, le gars, il se met à peindre des meurtres qui vont être perpétrés par le fameux tueur possédé. Et donc voilà quoi, dès lors qu'il se met à peindre en étant habité par le démon, on peut comprendre qu'il oublie d'aller chercher sa fille à la sortie du lycée quoi. Mais ça, les ados, attention, hein, elles pardonnent pas. Bon voilà, je vais éviter d'en dire plus sur l'histoire parce que sinon je vais vous raconter tout le film. Il est peut-être temps de dire un petit mot sur le casting. Donc le rôle principal, donc le fameux père de famille, il est incarné par Ethan Embry. C'est un gars qui jusque-là a principalement joué dans des séries télé et dans le film Cheap Thrills. Et ouais, donc franchement, l'acteur joue vraiment hyper bien. La mère, elle est incarnée par Shiri Appleby, donc c'est un nom qui dira forcément quelque chose aux gens qui aimaient la série Roswell. Et le fameux tueur à la Flying V, en fait, il est incarné par Pruitt Taylor Vince. C'est un acteur, vous l'avez forcément déjà vu, il a fait des apparitions dans plein de films et dans plein de séries. C'est cet acteur-là, un peu fat, qui souffre d'un espèce de syndrome chelou qui fait que ses yeux bougent tout le temps. Bon voilà, donc The Devil's Candy, c'est un film que franchement je conseille. Je dois dire qu'à la base, je craignais un film un peu bourrin, parce que The Loved Ones, le précédent film de Sean Byrne, il faisait pas forcément dans la délicatesse quoi. Mais je trouve qu'avec The Devil's Candy, il a trouvé le bon équilibre entre les scènes inquiétantes, les scènes d'action, la bande-son, l'équilibre entre les personnages. Enfin, je trouve que le film est bien fichu et je vais me répéter, mais voilà, je le conseille vraiment. Donc maintenant, parlons de The Loved Ones. Donc ouais, c'est un film qui, on va dire, était un mélange entre Hostel et Massacre à la tronçonneuse, quoi. Hein. Et voilà, mélange auquel il faut rajouter une bonne grosse louche d'humour noir. Donc le personnage principal, il était incarné par Xavier Samuel. Donc Xavier Samuel, hein, j'ai parlé de lui dans la première partie de l'épisode quand je parlais de Frankenstein, le film de Bernard Rose. Donc le personnage incarné par Xavier Samuel, c'est un beau gosse à la cool, un bon gars hein, qui porte un t-shirt Metallica et qui se fait inviter par la nana timide du lycée, voilà, qui l'invite au bal de promo, hein, la fête de fin d'année, quoi, le truc typiquement anglo-saxon. Cette invitation, il va la décliner poliment, tout simplement parce qu'il a prévu d'y aller avec sa petite copine. Donc vraiment très naturel. Je reconnais que présenté comme ça peut sonner comme un teen movie très superficiel, mais le personnage principal, en fait, il est plus complexe que ça. Le gars, il est un peu torturé sur fond de deuil familial, d'automutilation et de petits problèmes de drogue. Mais donc, pour en revenir à sa décision d'éconduire gentiment cette meuf en apparence timide, même s'il y a mis les formes, en fait, c'était une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, cette nana, elle est membre d'une famille de tarés, et notre pauvre gars, il va se faire enlever. Et c'est à ce moment-là que le film va basculer dans l'horreur cradingue. J'évoquais Hostel juste avant, donc ouais, le film va partir dans le torture porn, et si je parlais de Massacre à la tronçonneuse, c'est justement pour le côté famille de timbrés. Pour résumer hyper brièvement, The Loved Ones, c'est un film radical, vraiment bourrin, mais qui est quand même fun. Je me souviens que j'avais vraiment passé un bon moment et je crois que j'étais pas le seul. C'est un film qui est taillé pour les festivals. Et vu qu'il a été beaucoup question de Metallica dans cette partie de l'épisode, je vous propose un morceau qui avait été enregistré il y a plus de 10 ans déjà, je crois, par un groupe de Metz qui s'appelle Strong as Ten. Voilà, le morceau s'appelle What I Hate About You et c'est tout dans la souplesse. Hein. Attention, ça va groover.
film que j'ai eu l'opportunité de voir cette année à Gérardmer, c'est un documentaire et il s'appelle Lost Soul. Donc c'est un docu qui a été réalisé par David Gregory. David Gregory à qui l'on doit notamment un documentaire sur Massacre à la tronçonneuse qui était sorti en 2000. Et il a également supervisé le projet Théâtre bizarre, qui est donc un film à sketch qui avait été projeté en 2012 à Gérardmer. Alors, ceux d'entre vous qui ont écouté la première partie de cet épisode jusqu'au bout m'ont entendu dire que Lost Soul ferait passer Lost in La Mancha pour le making-of d'un épisode de La Croisière s'amuse. Et honnêtement, je vous ai pas menti, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc en fait, ce docu, il revient sur le naufrage qu'a été le tournage de L'île du Docteur Moreau. L'île du Docteur Moreau, c'est un film qui est sorti en 96 avec à l'affiche Marlon Brando et Val Kilmer. Et L'homme le plus petit du monde aussi. Donc c'est un film qui a été réalisé par John Frankenheimer, mais qui à l'origine avait été confié à Richard Stanley. Donc Richard Stanley, il a travaillé sur toute la partie pré-production du film, vraiment la partie création on va dire, et il avait également débuté le tournage, mais malheureusement il a été débarqué par New Line Cinema, donc la production, et on va voir pourquoi un tout petit peu après. Donc juste avant la projection, on a eu la chance de voir David Gregory et Richard Stanley en personne. Alors comme je l'ai dit juste avant, David Gregory, il est à l'origine du projet Théâtre bizarre, donc une anthologie, un film à sketch. Et l'un des segments de cette anthologie, il a été réalisé par Richard Stanley. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que après l'échec de L'île du Docteur Moreau, Richard Stanley, il a connu une traversée du désert qui a duré 15 ans. C'est au cours de l'élaboration de Théâtre bizarre que David Gregory a eu l'idée de ce docu sur L'île du Docteur Moreau. En fait, il y avait beaucoup de rumeurs qui tournaient autour de L'île du Docteur Moreau. À la base, David Gregory, il avait juste envie d'en discuter avec Richard Stanley pour savoir si ces rumeurs, si elles étaient fondées, tout simplement. Et puis, à force de lui poser des questions, l'idée du documentaire, elle a commencé à germer dans sa tête à David Gregory. Et du coup, il a eu l'idée de rencontrer le plus de personnes possible impliquées dans le projet L'île du Docteur Moreau. Et voilà quoi, c'est comme ça que le documentaire a commencé à prendre forme. Selon Richard Stanley, ce que nous montre le docu, c'est l'équivalent d'un film d'horreur pour réalisateur. Pour lui, Lost Soul, ça représente vraiment le cauchemar de tous ceux qui ont été impliqués dans la conception de ce film. Mais en même temps, toujours selon Richard Stanley, ça peut être perçu comme une comédie d'humour noir pour le public. Et franchement, il a raison, parce que quand on regarde Lost Soul, désolé, mais on se fend la poire. Ce qu'il a également précisé, c'est que le docu ne montre que 60% des problèmes qui ont été rencontrés pendant le film, et les 40% qui n'ont pas été montrés, toujours selon lui, ça représente le pire. Et vu ce qu'on voit dans le docu, franchement, ça laisse songeur. En tout cas, ça permet de comprendre pourquoi, après ce naufrage, Richard Stanley a décidé de se retirer dans un village tout en haut des Pyrénées, donc Montségur. Et on aurait presque envie de dire pourquoi il a eu envie de se retirer de la civilisation. Bon alors, ça va pas être évident de résumer le documentaire parce que, faut dire ce qui est, c'est quand même avant tout une compilation de différents témoignages. Bon, malgré tout, il y a une approche chronologique. Donc le début du documentaire, il est vraiment centré sur Richard Stanley. Au moment où on lui confie le projet, Richard Stanley, c'est un réalisateur prometteur. Il a été révélé par son premier long métrage, un film qui s'appelle Hardware. Et grosso modo, c'est un délire cyberpunk post-apocalyptique, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. En clair, c'est un rip-off de Mad Max et de Terminator, quoi. Pour la petite histoire, Hardware, il a reçu le prix des effets spéciaux au Festival d'Avoriaz en 91. Et c'est vrai que les images du film que l'on voit dans Lost Soul, franchement, elles donnent envie. Après, concernant Hardware, j'ai lu quelques chroniques qui sont un tout petit peu moins enthousiasmantes. Comme moi, je l'ai pas vu, je saurais pas vous en dire plus. Ouais, j'ai quand même envie de le voir, notamment parce que parmi les seconds rôles, on retrouve Iggy Pop et Lemmy Kilmister. Rien que ça, quoi. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avant Hardware, donc, qui était sorti début des années 90, Richard Stanley, il s'était rendu en Afghanistan, en plein pendant la guerre entre les Afghans et les Soviétiques, et donc pour y tourner un documentaire. Donc comme plutôt couillu le gars, et également en fait il avait évolué dans le milieu des clips musicaux, bon là un peu moins couillu pour le coup. Donc si je vous raconte tout ça, en fait, c'est pour que vous fassiez un peu une idée du statut de Richard Stanley au moment où New Line Cinema lui propose le projet d'adaptation de L'île du Docteur Moreau, donc au milieu des années 90. Donc voilà, c'est pas encore un réalisateur chevronné,
mais clairement, il est considéré comme un mec très prometteur, quoi. Donc ce film, ça doit être la 3e adaptation en long métrage du roman de H.G. Wells. Donc la première, elle date de 1933, et la deuxième adaptation, elle date de 1977. Donc toujours pour resituer le contexte, milieu des années 90, New Line Cinema, c'est pas encore la maison de production du Seigneur des Anneaux, hein, le projet arrive plus tard. Mais à ce moment-là, donc c'est connu pour avoir sorti les franchises Freddy, Critters, Menace to Society et Dumb and Dumber aussi. Quand il commence à bosser sur cette adaptation, Richard Stanley, il est vraiment plein d'ambition. Il a envie d'imposer une vision, de faire un film à part. Il faut dire que lui-même est un personnage à part. Donc pour bien vous faire comprendre, pendant la pré-production, à un moment, il sent que New Line est en train de lui faire un enfant dans le dos, qu'ils sont peut-être en train d'envisager de confier le projet à quelqu'un d'autre. Donc il commence un petit peu à flipper. Et pour mettre toutes les chances de son côté et pour être certain de conserver les rênes du projet, il n'hésite pas à faire appel à un sorcier. Oui, vous avez bien entendu. Le type, il est allé voir un sorcier en mode envoûtement, force occulte, tout le tout team. Tout va bien, quoi. De façon plus générale, hein, la première partie du docu, elle est vraiment hyper intéressante. Parce que voilà, on y voit l'élaboration du projet, on voit comment Richard Stanley a travaillé sur l'adaptation du roman, sur le storyboard, etc. On voit comment évolue le casting, que ce soit entre les envies de Richard Stanley, ce qui lui est imposé par New Line, les acteurs qui se désistent pour diverses raisons. Donc ouais, ça donne lieu quand même à pas mal de name dropping, hein. On voit aussi, donc, comme je le disais, voilà, un peu le début d'un bras de fer entre lui et la production, ce qui n'est pas forcément de très bon augure. Enfin bref, finalement, on va un peu au-delà du cas de Richard Stanley, dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même le schéma classique de pas mal de films hollywoodiens. Donc une fois passé toute cette partie du documentaire qui est consacrée à la phase d'écriture et à l'élaboration du casting, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc c'est toujours concernant la pré-production, mais cette fois concernant le choix du tournage. Et donc ouais, ils ont choisi une île au large de l'Australie, et en fait c'est un choix qui va s'avérer catastrophique. Parce qu'en effet, il semblerait que Richard Stanley et son équipe, ils se sont surtout souciés de l'aspect, on va dire, décor. Hein. Ils cherchaient un cadre géographique qui rendrait vraiment bien à l'écran. Et ils ont un petit peu oublié de checker les relevés météorologiques. Sur cette île, il y pleut souvent et il y pleut beaucoup. Et en plus de ça, il y fait un vent à décorner les bœufs. Il y a aussi un autre aspect que Richard Stanley et ses équipes ont négligé, c'est, on va dire, l'aspect logistique, dans le sens où les lieux de tournage étaient en fait assez éloignés des lieux où toutes les équipes de tournage et tous les acteurs allaient être hébergés. Ce qui fait que chaque jour, pour tourner, ils ont perdu vraiment beaucoup de temps et d'énergie rien qu'en transport. Donc là, quand on regarde le documentaire, on commence sincèrement à se demander si Richard Stanley avait les épaules pour gérer un projet avec quand même pas mal de thunes derrière. Pour compléter le tableau, il faut aussi dire que les 2 têtes d'affiche sont complètement ingérables. Commençons par Val Kilmer. Val Kilmer, il traîne une très sale réputation, hein, la réputation d'être un connard fini, et réputation qui est justifiée et qui explique clairement pourquoi sa filmographie est pas vraiment en adéquation avec son talent. Et Val Kilmer, il avait clairement décidé de se payer la tête de Richard Stanley. En gros, il a passé son temps à lui casser les couilles, à le faire passer pour un con devant tout le reste de l'équipe de tournage. Il a vraiment fait souffrir ce pauvre Richard Stanley. Si l'on parle de la 2e tête d'affiche, Marlon Brando, en fait déjà quand le tournage débute, le mec est pas là. Il faut dire que le gars, il est complètement en roue libre, il est sur la fin de sa carrière. En plus de ça, il est très affecté par le décès de sa fille. Et à partir du moment où il va rejoindre l'équipe de tournage, ça va pas s'arranger. Parce que en fait, on a l'impression que le mec, le seul but qu'il a eu, ça a été de multiplier les extravagances et les caprices les plus ahurissants. Le mec, il a demandé à avoir comme chapeau un seau à glace pour qu'on puisse lui verser des glaçons sur le crâne. Mais quand je dis ça, c'est pas un chapeau qu'il voulait porter entre les scènes. Non, le mec, il le porte vraiment pendant le film, quoi. L'impression que ça donne, c'est que Marlon Brando, son seul but sur le tournage, c'était de s'amuser à demander n'importe quoi, juste pour le plaisir de voir les gens se plier en 4 pour accéder à ses demandes les plus grotesques.
Et donc le mec a été jusqu'à négocier et il a réussi à obtenir un droit de regard sur le scénario et il a fait modifier le scénario, mais il a transformé ça en quelque chose de complètement débile. On n'a pas touché le fond encore, hein. Parce que là, pour la cerise sur le gâteau, c'est que Val Kilmer et Marlon Brando, ils pouvaient pas se blairer et ils étaient clairement en guerre ouverte. Comme je le disais, Richard Stanley, c'est pas encore un réalisateur chevronné et surtout, il a jamais travaillé sur des grosses productions. Et donc ouais, lui, avec son âme de poète qui croit aux forces occultes, il est complètement dépassé par les événements et on comprend pourquoi New Line lui a rapidement mis un coup de chausson, quoi. À la décharge de New Line, faut aussi avouer que ce brave Richard Stanley, il a pas forcément envoyé que des signaux très positifs. Quand les premiers problèmes ont commencé à éclater, il est monté en haut d'un arbre et il a refusé d'en descendre. Donc clairement, il a planté toute son équipe comme des cons. Donc du coup, bon, Richard Stanley, il a un peu tendance à se présenter comme une victime de l'industrie du ciné, et il a pas complètement tort, mais faut dire aussi que voilà, les torts sont un petit peu partagés. Donc c'est comme ça que le film a continué avec John Frankenheimer aux manettes. Alors sur John Frankenheimer, à peu près tous les intervenants du film sont d'accord, c'est-à-dire que personne ne donne de lui une image positive, quoi. En gros, il est décrit comme un tâcheron. Et faut dire qu'il a pas vraiment réussi à redresser la barre, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, un peu plus tôt, je vous ai dit que l'homme le plus petit du monde faisait partie de la distribution. Et ça, bon, logiquement, ça a dû vous interpeller. En fait, son cas, c'est le meilleur exemple que je pourrais vous donner pour illustrer comment l'île du Docteur Moreau est passée du côté what the fuck de la force. Donc en fait, cet homme qui s'appelait Nelson de la Rosa, il faisait 71 cm de haut. Donc vraiment, il était tout petit. C'est d'ailleurs lui qui a inspiré Minimois dans Austin Powers. À l'origine, quand il a rejoint le film, c'est pour avoir le rôle de figurant, pas plus que ça. Mais je sais plus exactement pourquoi, Marlon Brando a commencé à s'attacher à lui et il en a fait sa mascotte. Et comme je vous l'ai dit, Marlon Brando, il avait un droit de regard sur le scénario. Donc il a commencé à faire augmenter le temps de présence de ce personnage dans le film, et ça aux dépens d'autres acteurs. Donc des acteurs qui, eux, avaient signé pour un rôle assez conséquent, qui se retrouvaient avec quelque chose réduit à peau de chagrin. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Nelson de la Rosa, il n'est pas acteur du tout, hein. Il a autant de charisme que Wang Wang, donc grosso modo, autant qu'une huître. Et du coup, aussi petit fut-il, il a commencé à choper la grosse tête. Il s'est mis à casser les couilles à tous les acteurs et à essayer de choper toutes les actrices. Normal, quoi. Et bon, ce genre de truc, ça n'a pas vraiment eu pour effet de remonter le moral des troupes, hein. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que les acteurs et les actrices dont je parle, à la base, eux, ils avaient signé pour un tournage de quoi ? 3 ou 4 semaines, tout au plus. Sauf qu'ils se sont retrouvés pendant quasiment 6 mois loin de chez eux et loin de leur famille. Donc tout ça à cause des errances de production, à cause des problèmes techniques, hein. Je rappelle que la météo était plus ou moins infernale, et également de la guéguerre entre Marlon Brando et Val Kilmer. Alors là, je vais vous donner un autre exemple pour montrer à quel point les deux se comportaient comme des gosses. En fait, Marlon Brando, il refusait de quitter sa loge pour rejoindre le plateau de tournage si Val Kilmer n'était pas déjà sur le plateau de tournage. Le problème, c'est que Val Kilmer, il avait exactement la même exigence. Il voulait pas quitter sa loge si Marlon Brando était encore dans sa loge. Et du coup, il restait pendant des heures enfermé. Et pendant ce temps-là, les acteurs et les figurants, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Parce que je vous rappelle que le film, c'est l'adaptation de l'île du Docteur Moreau. Donc un film où à peu près tous les protagonistes sont des créatures mi-hommes, mi-bêtes. Ce qui veut dire que à peu près tout le monde était maquillé. Et les maquillages, les prothèses, pour les mettre, ça prenait des heures. Donc tout ce beau monde attendait, après s'être frappé des heures de maquillage, sous le cagnard, que Kilmer et Brando daignent enfin sortir de leur loge. Là, c'est facile de comprendre comment les acteurs, les figurants, les techniciens, les maquilleurs, etc., que tout le monde commençait à en avoir, mais clairement plein le cul, et au bout d'un moment, tout le monde se droguait, picolait et baisait avec tout le monde. Et au fait, pendant ce temps-là, Richard Stanley, il faisait quoi ? Parce que pendant le tournage, il y a des rumeurs qu'on commençait à tourner, comme quoi Richard Stanley, il serait toujours sur l'île. Et la prod a commencé à flipper, qu'il essaie de saboter les plateaux de tournage, etc. Et ces rumeurs, elles étaient fondées. Bon alors, je vous rassure, hein, Richard Stanley, il a jamais eu l'intention de foutre le feu ou quoi que ce soit, hein. Mais par contre, il a réussi à se faire engager en tant que figurant,
Et apparemment, il apparaîtrait même dans le montage final, mais bon, bien sûr, personne ne l'a reconnu parce qu'il aurait été derrière un masque d'homme-chien. Bon voilà, c'est complètement invérifiable, mais ça fait partie de la légende du film. Ce qui, pour le coup, est certain, c'est que L'île du Docteur Moreau, c'est un film complètement raté et qui a eu pour effet désastreux de tuer dans l'œuf la carrière de Richard Stanley. Bon voilà, j'espère que ce petit résumé vous a permis de comprendre quel est le contenu de Lost Soul et pourquoi ce documentaire est aussi intéressant. On va pas se le cacher, hein, ça vaut le coup d'être vu, déjà, parce que franchement, on se marre en le regardant. Mais aussi parce que, en fait, le sujet du docu, comme je le disais un peu plus tôt, il va bien au-delà du cas de Richard Stanley. En fait, Lost Soul démontre comment un artiste qui ne rentre pas dans le moule peut être détruit par Hollywood. Et il démontre comment une œuvre peut être dénaturée et finalement complètement vidée de son sens initial par le jeu des réécritures, par le biais des changements de réalisateurs ou à cause des caprices de stars. Un dernier point que je trouve amusant en fait, c'est qu'il y a d'étranges similitudes entre L'île du Docteur Moreau et Apocalypse Now. Le premier point commun entre les deux films en fait, c'est que le roman qui a inspiré Apocalypse Now, qui s'appelle Heart of Darkness et qui a été écrit par John Conrad, en fait ce serait un plagiat du roman de H.G. Wells. D'ailleurs les deux auteurs se sont apparemment écharpés à ce sujet-là à l'époque. Et au cours de l'écriture du scénario, Stanley s'était permis de reprendre certains éléments de Heart of Darkness en disant que bon, après tout, si c'était un rip-off de L'île du Docteur Moreau, il n'avait pas à se gêner. Les autres points communs entre Apocalypse Now et L'île du Docteur Moreau, c'est les problèmes liés à la météo, les problèmes liés à la drogue, tous les reshootings qui ont dû être faits, et puis Marlon Brando en mode pétage de plomb, hein, rien que ça. Bon, par contre, la grosse différence entre les deux, c'est que si l'on peut coller sur les deux films l'étiquette de film maudit, il y en a un qui est devenu une référence quand l'autre est sombré dans l'oubli. Allez, on enchaîne avec Monroeville des Parisiens de Dead Pop Club. Test. Okay, this is August 20th, 1973. The time is 3:47 p.m. Location is the Hewitt residence on Route 17. It's where victim 1 was found. We're going to do a walkthrough, and we're now descending the stairs.
arrive déjà à l'avant-dernier film dont je vais parler dans la deuxième partie de cet épisode. Un film qui est une comédie horrifique qui s'appelle Cooties. Donc ça a été présenté hors compétition, un film qui a été réalisé par 2 inconnus au bataillon, Jonathan Millott et Carey Mullion. Je dis inconnus au bataillon parce qu'en fait c'est leur premier long métrage et personnellement j'avais jamais entendu parler d'eux. Avant ça en fait ils étaient dans le domaine de la publicité, pour vous la faire courte. Soyons un peu plus précis. Quand je dis comédie horrifique, en fait Cooties c'est une comédie avec des zombies. Ou pour être plus exact, une comédie avec des infectés. Donc Cooties, c'est avant tout un produit bien ficelé, très calibré, estampillé Lionsgate. Donc pour ceux qui ne remettraient pas, Lionsgate, c'est la société de production qui est derrière les franchises Saw, Hunger Games ou Divergente. Voilà, je pense que là, ça vous donne un peu plus une idée de ce à quoi on peut avoir affaire. Revenons-en donc à l'histoire du film Cooties. Donc tout commence avec une pauvre gamine qui est un peu la victime des brutes de sa classe et qui a la malchance de manger un nuggets de poulet qui est frelaté. Donc résultat, elle se transforme en infectée affamée de chair humaine. Donc en gros, ceux qui ont aimé la série 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, vous voyez de quoi je parle. Et donc ça déclenche une épidémie parmi tous les autres gamins de l'école, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une école remplie de gamins zombifiés qui n'ont qu'une seule idée en tête, becter leurs profs. Alors, les profs, parlons-en, vu qu'en fait c'est eux qu'on va suivre tout au long du film. Donc j'en profitais pour évoquer brièvement la distribution. Donc il s'agit d'un des plus beaux castings parmi les films hors compétition. Donc ceux qui ont écouté la première partie de cet épisode, ils savent que quand je dis qu'une distribution est jolie, ça veut dire que parmi les acteurs, il y a un acteur qui jouait dans Lost. Et donc là, c'est le cas. Si Matthew Fox jouait dans Bone Tomahawk, eh bien dans Cooties, on a Jorge Garcia, donc l'acteur qui incarnait Hurley dans Lost. Donc pour ceux qui ne le remettraient pas, sa tête était sur la pochette d'un album de Weezer qui s'appelait Hurley d'ailleurs. En fait, son personnage n'a qu'un rôle très secondaire dans l'histoire. Le rôle principal, lui, il est tenu par Elijah Wood. Donc voilà, tous les amoureux de Hobbit savent très bien de qui je parle. Donc revenons-en donc à tous nos profs, vu que ce sont eux les persos, c'est autour d'eux que l'histoire tourne. Donc en fait, ça constitue une galerie de personnages qui sont franchement taillés à la serpette. On fait pas dans la finesse. Alors, il y a une des profs qui est clairement androphobe, c'est-à-dire qu'elle a son pepper spray dans la main dès qu'un homme s'approche d'elle. Et on comprend au cours du film que la meuf, elle est créationniste. Donc pour ceux qui ne remettraient pas ce que c'est créationniste, pour elle, la Terre a 6000 ans, les dinosaures, c'est une invention, et Charles Darwin, c'était un fou dangereux. A priori aussi, elle est pro-gun. Bon, ça, à la rigueur, je lui pardonne si elle est fan de Charlton Heston. Pour résumer, c'est un personnage, si Cooties s'était passé à la fin du 19e ou au début du 20e, elle aurait été membre d'une ligue de vertu, quoi. Qui on a d'autres ? Le prof de sport. Il est pas mal, le prof de sport. Donc lui, c'est le cliché du beauf, il est étroit d'esprit, macho, bas du front, il roule dans un gros pick-up. Il a un petit côté aussi Monsieur Mégo, pour ceux qui aiment bien le petit Spirou, c'est le prof de sport. Donc à un moment on le voit jouer au basket et le mec en met pas une seule dans le panier. Donc ce personnage il est intéressant parce qu'en fait malgré ses côtés balourds, on se rend compte qu'il arrive bien à lire à travers les autres personnages, notamment le personnage d'Elijah Wood, et il passe son temps à se foutre de sa gueule, mais les répliques elles sont vraiment très drôles et du coup il en deviendrait presque attachant, quoi. Qui on a d'autres ? Vous avez déjà vu Parker Lewis ne perd jamais ou Sauvé par le gong ? Vous vous rappelez toutes ces tribus de nerds, limite, je crois qu'ils les appelaient les crétins dans Sauvé par le gong. Voilà, les mecs qui sont d'un côté ils ont l'air teubés, mais d'un autre côté c'est des surdoués en sciences, ils pourraient te construire une bombe atomique avec une gomme et du Coca-Cola. Vous les remettez ? Eh ben voilà, imaginez qu'il y en a un d'eux qui est devenu adulte et qui est devenu prof de sciences dans une petite école. Qui on a d'autres ? On a également la petite blonde qui est en mode positive attitude en toutes circonstances, ce qui peut être pratique au cours d'une invasion d'infectés, cela dit. On a le prof qui est complètement gay, mais quand je dis complètement gay, c'est en mode cage au folle, quoi, et qui est dans le déni complet. Et enfin, le personnage d'Elijah Wood, qui est en fait un romancier raté qui vit encore chez maman, mais qui se fait passer pour un écrivain new-yorkais. Voilà. Vous comprendrez que parmi tous les profs, finalement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et on est clairement dans la caricature. Limite, on pourrait presque dire, on est dans la caricature de la société américaine,
Parce que ouais, je rajouterai à ça, la plupart des élèves en fait sont pas vraiment caractérisés. Hein. Je veux dire, l'épidémie arrive assez vite dans le film, mais il y a quand même un des élèves dont le prénom est Patriote. Et pourquoi il s'appelle Patriote ? Parce qu'il est né le 11 septembre et il a qu'une envie, c'est d'avoir 18 ans pour pouvoir, et là je cite, botter des culs enturbanés. Vous commencez à voir un peu mieux à quoi ça ressemble ? Donc on va replanter le décor. On est dans une petite ville ricaine où tout le monde se connaît. En fait, ça fait un peu penser à Springfield dans Les Simpsons. Hein. Il y a même un côté, voilà, ils détestent la ville d'à côté. Ça fait vraiment penser à la rivalité entre Springfield et Shelbyville. Enfin, en tout cas, moi, ça m'y a fait penser. Dans cette petite ville éclate un épisode d'épidémie zombiesque qui n'affecte que les enfants. Et donc on suit cette bande de profs, plus mauvais les uns que les autres, qui sont assiégés dans leur école par leurs élèves qui sont assoiffés de sang. Je vais insister sur le fait qu'on est beaucoup plus dans le registre de la comédie que dans celui de l'horreur. Bon, on a quand même le droit à quelques passages gore, hein, mais voilà, c'est vraiment une comédie et dans ce sens-là, le film il fonctionne tout à fait. C'est rythmé comme il faut, il y a des vannes qui tombent assez régulièrement et franchement, elles fonctionnent quasiment toutes. C'est clairement un film taillé pour les festivals. Hein. Je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Dans un festival de ciné, je trouve ça très bien de présenter des bizarreries et je suis demandeur de ça. Mais c'est aussi bien de projeter des films dont les contours sont vraiment bien définis, où on peut mettre un peu le cerveau en stand-by et où on se marre sans trop réfléchir, histoire de reposer un peu le cerveau des festivaliers et de les faire se marrer. Cooties remplit clairement cette fonction. Je parlais du rythme, et c'est clairement un des points forts du film. Hein. Bon, même si ça s'essouffle un tout petit peu avant le dernier acte, mais comme le film est assez court, moins d'1h30, ça passe tout seul. D'ailleurs, ouais, de ce point de vue-là, ça fait plaisir de voir un film pas trop long, dans le sens où j'ai le sentiment que la plupart des réalisateurs se sentent obligés de faire des films qui approchent les 2 heures, voire qui les dépassent, alors qu'ils ont du grain à moudre que pour 1h, 1h30. Je veux dire, c'est pas grave, quoi. Si vous faites un film que d'1h10, si on s'embête pas, s'il y a un début, un milieu et une fin qui sont cohérents, franchement, je suis preneur, quoi. Je préfère voir un film qui peut sembler un peu trop court, plutôt que de bâiller aux corneilles pendant de longs tunnels. J'en reviens à Cooties, désolé pour les digressions. Hein. Donc, c'est une comédie, certes, mais bon, un film avec des enfants zombies, vous vous doutez bien qu'on est quand même plus dans le registre de l'humour noir. Avec un sujet comme les enfants zombies, on se doute bien qu'à un moment ou à un autre, il y a des adultes qui vont devoir être violents avec des enfants, tout infectés qu'ils soient. Ceci dit, avant même d'être infectés, certains des gosses étaient déjà vraiment durs entre eux, ça je l'ai dit, et également hyper insolent avec les adultes, ce qui donne lieu à un dialogue entre Elijah Wood et la petite blonde positive attitude sur le thème « il n'y a plus de jeunesse, de notre temps, on était mieux éduqués que ça ». En fait, on sent que le film raille pas mal de choses. Déjà, ça ricane sur le politiquement correct plusieurs fois, ça ricane sur le crossfit, ça semble vouloir dénoncer l'air de rien, les errances de l'industrie agroalimentaire et donc la malbouffe. Hein. Donc, je rappelle que l'épidémie est provoquée par des nuggets de poulet malsains. Hein. Ça ricane des clichés racistes, mais en les employant malgré tout, ce qui pourrait peut-être laisser à penser que le film rit de lui-même. Mais là, j'ai quelques réserves, je vais revenir là-dessus juste après. Il y a un côté méta hein, dans le film. Hein. Déjà, ouais, il y a une vanne sur le Seigneur des Anneaux, donc qui brise le 4e mur et qui fonctionne parfaitement. Toute la salle était morte de rire. Ce que je veux dire, c'est que on sent que le film, il cherche à prendre les geeks dans le sens du poil, en mettant plein de petits clins d'œil, des petits easter eggs. Par exemple, dans la chambre d'Elijah Wood, y a une affiche des Dents de la Mer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une affiche de Metallica. Ouais, comme je l'ai dit, il est romancier. Et le roman sur lequel il travaille s'appelle Kill 'Em All, donc c'est clairement une référence au premier album de Metallica. Dans les dialogues aussi, il y a pas mal de références qui sont faites à la culture bis, notamment à Stephen King. Il y a aussi une scène qui fait clairement référence aux actionneurs. Il y a même Commando, le film avec Schwarzy est directement mentionné. Toujours dans les clins d'œil, hein, au début du film, on voit un gamin très blond, limite blond platine, qui a un débardeur jaune, qui est filmé de dos en train de courir, et honnêtement, moi j'ai tout de suite pensé à Elephant de Gus Van Sant. Je vais en revenir également à la référence aux actionneurs, en fait. Elle est faite dans une scène au cours de laquelle les profs décident de se défendre, parce que donc je vais insister là-dessus, hein. Ils sont enfermés dans l'école avec tout autour d'eux, plein de gamins qui veulent les bouffer. Il y a un moment, il faut qu'ils se défendent.
Le problème, c'est que dans une école, des armes, a priori, il n'y en a pas. Donc ils vont faire des armes avec tout ce qu'ils trouvent, quoi. Du matériel pour faire le ménage, du matériel de sport, des instruments de musique. Ça fait penser à la fois à l'agence Tourisk et aussi à ce jeu vidéo qui était très inspiré de Dawn of the Dead de George Romero. Comment ça s'appelait ? Dead Rising, voilà. Et donc ouais, dans ce jeu-là, on pouvait assembler plein d'éléments hétéroclites pour en faire des armes, quoi. Je pense clairement que c'était un petit clin d'œil à la fois aux fans de la A-Team et aux gamers. Pour vous donner mon sentiment par rapport au film, c'est un film qui est clairement très bien fichu. Le public se marre du début à la fin, et je le souligne, moi y compris. Cela dit, je dois avouer qu'en y repensant, il me reste un arrière-goût étrange. Parce qu'en fait, au final, le film, je ne l'ai pas trouvé vraiment corrosif. Comme je l'ai dit un peu avant, en fait, le film, on dirait qu'il se marre de lui-même. Je me demande si, avant tout, il se fout pas de la gueule, surtout des spectateurs. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même en présence d'un produit très cynique. Je fais peut-être un procès d'intention, mais c'est mon ressenti. Pour conclure, j'ai des doutes sur la sincérité du produit. Et vraiment, je veux souligner le terme produit, parce qu'on est vraiment en présence de quelque chose de très calibré, limite d'industriel, un peu à l'image des nuggets de poulet que les gosses ingurgitent dans le film. Mais malgré tout, on se fend quand même bien la gueule, surtout si on décide de pas être trop regardant. Alors, pour l'illustration musicale de ce film, j'ai choisi un morceau de Burning Heads. Tout de suite, on va être clair, net et précis. Burning Heads, c'est un de mes groupes préférés. C'est un groupe extrêmement important pour la scène punk en France. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au podcast Joining the Circus, podcast qui avait fait un épisode dédié aux Burning Heads à l'occasion de la sortie d'un tribute, il y a un peu moins d'un an, tribute qui s'appelle Fire Walks With Me, sur lequel on retrouve des groupes comme Flying Donuts, Dead Pop Club, Uncommon From Mars. Bon, je vais pas tous les citer parce que j'ai dit que je voulais pas prendre trop de temps. C'était sorti chez Buzz Off Records, Kicking Records et Blackout Prod. Donc ce morceau de Burning Heads, je ne l'ai pas choisi au hasard, il s'appelle Tricher et mentir, et c'est un morceau dont les paroles remettent en question les méthodes traditionnelles d'enseignement. Et d'ailleurs, pour en revenir à Cooties, c'est un film qui se passe dans une école, et pourtant, d'enseignement, il n'en est jamais question. Ça se passe dans une école, mais finalement, c'est juste un prétexte pour mettre des adultes entourés par des gamins zombies. L'enseignement, finalement, n'en parle jamais. Peut-être une autre raison pour penser que ce film est certainement passé à côté de son sujet et aurait pu être beaucoup plus transgressif. Children love to move around. We force them to stay still. Children love nature. We put them inside closed rooms. They just want a reason. We
Il reste plus qu'un seul film à évoquer dans cette partie, donc le film britannique de Loup-garou Hall. Avant la projection de ce film, on a eu la chance d'assister à l'hommage qui a été rendu à Alejandro Jodorowsky. Initialement, j'avais prévu de faire toute une partie où je revenais sur cet hommage, mais il se trouve que, entre-temps, entre le moment où j'ai préparé et le moment où j'enregistre, il se trouve que sur la chaîne YouTube du Festival de Gérardmer, cet hommage a été mis en ligne, la vidéo. Une vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Donc je me suis dit, ça sert à rien de vous raconter un truc que vous pouvez regarder par vous-même. Bon, bien évidemment, je vais vous mettre le lien vers cette vidéo dans le descriptif de l'épisode. Pour vous donner un peu envie, sachez que cet hommage, il a d'abord été rendu par Philippe Rouillet, donc qui dirigeait le jury de la critique au cours de ce festival, et qui est journaliste dans la revue Positif, notamment. Et donc l'hommage a également été rendu par Yann Kounen, qui est intervenu de façon a priori plutôt improvisée. Mais voilà, les deux, chacun à leur manière, Philippe Rouillet et Yann Kounen, ils ont rendu hommage, déclaré leur amour à Jodorowsky, et c'était vraiment très chouette. Et donc on a eu la chance de voir Jodorowsky monter sur scène et s'exprimer. Bon, je suis pas certain que ce soit exactement son truc, de se faire cirer les pompes en public et qu'on lui remette une distinction, je sais plus ce que c'était exactement. Donc je pense qu'il a raconté une petite connerie, il a fait rigoler un peu tout le monde, et je pense qu'il pensait s'en sortir par une petite pirouette, et on l'a un peu rattrapé par le cou en lui expliquant que fallait quand même qu'il dise quelque chose au public. Et là je m'attendais à ce qu'il sorte de peut-être une banalité ou j'en sais rien, et finalement c'était très mal connaître Jodorowsky, parce qu'il a dit quelque chose que je trouvais extrêmement touchant. Alors si c'est moi qui le dis, ça va sonner comme du mauvais Paulo Coelho, donc je préfère vous laisser écouter Jodorowsky lui-même. Ce que tu donnes, tu te le donnes. Ce que tu ne donnes pas, tu te l'enlèves. Je ne veux rien pour moi qui ne soit pas pour tous. Moi, je suis contre le cinéma industriel. C'est pour ça qu'il y a des cicatrices. Il a été créé pour faire de l'affaire. Mais pour moi, l'affaire de l'art, c'est réveiller dans l'autre la beauté qu'il a. Et pour réveiller dans l'autre la beauté qu'il a, on doit se sacrifier soi-même et trouver dans le plus profond du puits la beauté de l'art pour la donner. Je crois que le cinéma, c'est le plus grand art de tous les arts, parce qu'il les contient tous. Mais aussi c'est le plus prostitué. Bon, passons par là. Faisons une petite prostitution pour avoir une grande illumination. Merci. Merci Alejandro. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très touchant. Surtout que si vous regardez la vidéo, vous verrez, ça a été dit de manière complètement naturelle, complètement improvisée, et ça sonne comme une sorte de profession de foi. En quelques phrases, il résume parfaitement qui il est et quel sens a sa carrière. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que toujours sur la chaîne YouTube du Festival de Gérardmer, il y a également une vidéo de la rencontre entre Jodorowsky et des festivaliers. Bon, j'ai pas eu la chance d'y assister en vrai, mais j'ai pu regarder la vidéo et ça vaut des points, quoi. Je veux dire, on est dans une période où la plupart des gens ressemblent à des robinets d'eau tiède, et d'avoir quelqu'un qui franchement, qui mâche pas ses mots et qui parle avec générosité, avec passion, ça fait du bien. Donc si vous êtes intéressé, allez jeter un œil à cette vidéo, ça vaut le coup. Et pour en terminer avec cette parenthèse consacrée à Alejandro Jodorowsky, sachez que j'avais initialement prévu de revenir sur son projet d'adaptation du roman de Frank Herbert, à savoir Dune. D'une part parce que j'en avais un tout petit peu parlé dans la première partie de cet épisode et que j'avais dit que je reviendrais dessus dans cette deuxième partie. Et d'autre part parce que là, à l'heure où j'enregistre cette partie, le documentaire de Frank Pavich, donc Jodorowsky's Dune, sort sur les écrans en France. C'est un documentaire que j'ai déjà eu la chance de voir et honnêtement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que soit le Dune de Jodorowsky, soit j'en parle juste 1 ou 2 minutes, pas plus, ou alors j'en parle 3/4 d'heure, 1 heure. J'arrive pas à réduire à quelque chose de 5-10 minutes, parce que je trouve que ça n'aurait pas d'intérêt en fait que je vous répète ce que vous pourrez lire à droite à gauche, parce que là je vois quand même beaucoup d'articles qui parlent de ce documentaire, mais tout le monde dit plus ou moins la même chose.
Donc pour ceux que ça intéresse, sait-on jamais, sachez que j'ai dans mes cartons un enregistrement qui fait plus d'une demi-heure au cours duquel je reviens sur ce projet de film avorté, film qui aurait dû être le plus grand film de tous les temps et j'en parle de manière complètement passionnée. Donc si vous voulez entendre un chimpanzé vous expliquer comment Alien n'aurait jamais vu le jour sans le Jodorowsky de Dune, si vous voulez en savoir plus sur la vision de Jodorowsky, sur ces vaisseaux utérus antichambres de la Renaissance dans une autre dimension, si vous voulez que je vous parle de ces vaisseaux catins dirigés par la semence de nos éjaculations passionnées, si vous voulez en savoir plus sur la fusée invincible et castratrice, vecteur de notre vengeance vers le cœur de glace d'un soleil perfide, si vous voulez que je vous parle des ornithoptères oiseaux-mouches nous emmenant siroter l'ancien nectar d'étoiles naines donnant le jus de l'éternité, eh bien faites-le moi savoir. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Il est désormais temps d'évoquer le dernier film de cette deuxième partie de cet épisode consacré au Festival de Gérardmer. La question que vous vous posez certainement tous en ce moment même, c'est a-t-on envie de hurler à la lune après avoir vu le film Hall? Eh bien, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Hall, c'est un film de loup-garou. Alors, je partais avec un a priori assez positif, déjà parce que des films de loup-garou, j'ai l'impression qu'on en fait plus tant que ça. Et moi, j'aime bien. Et également parce que Hall, il a été réalisé par Paul Hyett, qui a déjà travaillé avec Neil Marshall. Il a travaillé avec lui comme concepteur des effets spéciaux sur The Descent, qui est franchement excellent, et sur Doomsday, qui était une sorte de gros hommage à Mad Max. Par contre, ce qui est plutôt dommage, c'est que Paul Hyett, visiblement, il n'a pas travaillé sur Dog Soldiers, le tout premier film de Neil Marshall. Film qui était, tiens, un film de loup-garou. Et justement, les loups-garous dans ce film, ils étaient franchement réussis. Tout ça pour dire que je m'attendais pas forcément au film de l'année, mais j'y allais confiant, quoi. Avant d'aller plus loin, je voudrais évoquer un podcast que j'aime bien et qui s'appelle Geek et Légende. Il y a à peu près 2 ans, les gens de Geek et Légende avaient publié un épisode entièrement consacré à la figure du loup-garou et à l'adaptation de ce mythe à travers différents médias, alors que ce soit le cinéma, la littérature, mais aussi la musique, la publicité, la bande dessinée. Bref, ils faisaient un très grand tour d'horizon. De cet épisode, c'est que au niveau cinématographique, on attend encore une grande œuvre référence pour le loup-garou, quelque chose qui serait vraiment une pierre angulaire, comme on peut avoir pour le zombie ou le vampire, des films qui ont vraiment marqué l'histoire du 7e art. Bien sûr, il existe de très grands films de loup-garou, mais je pense qu'ils entendaient par là un film qui transcenderait le genre. Bon, je déforme peut-être un tout petit peu leurs propos, mais l'épisode il date d'il y a 2 ans. On va tout de suite tuer le suspense. Va falloir encore attendre, parce que ce film, c'est pas Hall. Pourtant, l'idée de départ du scénario est loin d'être mauvaise. L'histoire, en fait, elle se déroule dans un train de la banlieue londonienne, train qui va se retrouver bloqué en race campagne et, vous l'aurez deviné, va se faire attaquer par des loups-garous. Voilà, je vous fais vraiment un pitch à l'économie, mais honnêtement, il n'y a pas forcément beaucoup plus à en dire. Mais comme je le disais, donc l'idée de situer le film dans un tortillard, je la trouvais pas mauvaise. Parce que ça faisait intervenir un élément fantastique dans un contexte vraiment de la vie de tous les jours. C'est pas hyper novateur, mais ça fonctionnait bien. Juste avant, en fait, je parlais d'Alien en évoquant le projet de Dune de Jodorowsky. Ici, quelque part, on n'était pas dans le Nostromo, mais dans une sorte de RER, quoi. Le problème, c'est qu'avec Hall, on est quand même plus proche de Plus belle la vie que de Hurlement, quoi. Les personnages, ils étaient fades et stéréotypés, il y a des gros soucis d'écriture, et surtout, les loups-garous sont vraiment moches. Pendant la projection, j'ai cru que c'était des CGI, des mauvais CGI, mais j'ai cru que c'était du numérique. Et en fait, en préparant l'épisode, j'ai appris qu'il s'agissait de vrais maquillages, qu'il s'agissait en fait d'effets faits en direct, quoi. Et pourtant, c'est tellement moche qu'on dirait du mauvais numérique. Et là, ça fait vraiment mal, quoi.
Donc ouais, il y a un gros souci de creature design. Juste avant, donc, je vous parlais de Plus belle la vie, mais vraiment, ça va aller à la vitesse d'un épisode de Derrick. Putain, c'est un film de loup-garou et ça va à 2 à l'heure. Je suis quand même resté jusqu'au bout du film, hein. Ça veut dire que ça aurait pu être encore pire. Mais voilà, ouais, si je suis resté, c'est parce que le film il fait rire et c'est pas forcément volontairement. Et ça, c'est jamais bon signe. Concernant Hall, bah, laissez le train passer, quoi. Passez votre tour. On va tout de suite parler de l'illustration musicale que j'ai choisie. Donc en fait, j'ai décidé de vous passer un morceau de Flying Donuts, morceau qui s'appelle Not Mine Anymore. Ça n'a absolument rien à voir avec la lycanthropie, mais j'ai quand même choisi ce titre parce qu'il est extrait de leur 3e album qui s'appelle Until the Morning Comes. Pourquoi j'ai choisi un morceau de cet album? C'est parce que la pochette du LP représentait les membres du groupe en train de se foutre sur la gueule avec des loups-garous. Donc je précise bien LP, hein, parce que la pochette du vinyle est différente de celle du CD. Pour parler de Flying Donuts, dans très peu de temps, ils vont célébrer leurs 20 ans d'existence. Donc ils vont faire ça à Épinal, à la Souris Verte. Donc ça sera les jeudis 14 avril et vendredi 15 avril. Donc le jeudi, ils joueront avec les Shérifs. Donc voilà, si t'as entre 25 et 50 ans et que tu écoutes du punk, forcément les Shérifs, tu connais. Et le vendredi, ils joueront avec Dead Pop Club, Napoléon Solo et Baby Chaos. Donc encore une fois, hein, si t'as entre 25 et 50 ans et que tu aimes la power pop noise malsaine venue d'Écosse, c'est une niche, forcément tu connais. Tant qu'on y est, c'est le quart d'heure promo. Les Flying, ils seront également présents à l'anniversaire du label Kicking Records, donc qui fêtera ses 10 ans d'existence. Et cette fois-ci, ça aura lieu les 24 et 25 juin à la Paloma de Nîmes. Alors là, il y a déjà une très très belle affiche. Je vais pas citer tous les groupes parce qu'il y en a vraiment déjà beaucoup. Donc il y a les Shérifs, Burning Heads, Guerilla Poubelle, Flying Donuts, hein, ça je vous l'ai dit, Not Scientist, donc un groupe avec des membres de Sons of Buddha, Uncommon Man from Mars. Il y a Gas Drummers, excellent groupe espagnol. Les Néerlandais de Cooper, probablement un des meilleurs groupes de power pop du monde, et je pèse mes mots. Il y a Hellbats, ils auraient clairement eu leur place dans la programmation musicale de cet épisode concernant Genre Armé. Sait-on jamais pour la 3e partie. The Black Zombie Procession, j'en ai passé un morceau dans la première partie de cet épisode. Il y aura les Genevois de Hateful Monday, les Rebel Souls, Ghost on Tape, The Last Brigade, MSL Jax, enfin vraiment du très très beau monde. L'affiche, elle est magnifique. Donc si vous êtes fin juin dans les coins de Nîmes, allez y faire un tour. Et si à la mi-avril, vous êtes dans le nord-est de la France, c'est à Épinal qu'il faudra être, quoi. Parce que si jamais vous avez jamais écouté Flying Donuts, il est grand temps de jeter une oreille à leur discographie. Et si jamais vous ne les avez toujours pas vus en concert, mais allez-y. Par contre, prévoyez les bouchons anti-bruit et la crème anti-hémorroïde parce qu'ils vont vous botter le cul. You
Avant de conclure cette deuxième partie, je voudrais revenir sur un événement auquel j'ai assisté donc, au cours de ce festival de Gérardmer. Ce que je voudrais préciser en fait, c'est que depuis toutes ces années, à chaque fois que j'allais au festival, je me contentais d'aller voir des films. Voilà. Tout ce qui était annexe, finalement, j'y participais pas. Mais cette année, il y avait quelque chose que je ne pouvais décemment pas manquer, c'était une masterclass consacrée au maquillage façon Planète des Singes. Donc devant nos yeux ébahis, Aaron Levy, qui est professeur à la Make-up Forever Academy, a transformé quelqu'un en gorille. Voilà, en nous expliquant toutes les étapes nécessaires d'abord pour fabriquer les prothèses et puis donc tout ce qu'il faut faire pour réaliser le maquillage. C'était vraiment hyper intéressant. Bien évidemment, je vais pas vous décrire toutes les étapes parce que c'est absolument pas radiophonique. Et puis il y a quelques détails, j'avoue, que j'ai un peu oubliés, mais c'était vraiment hyper cool, déjà parce que lui il a fait tout ça dans la bonne humeur et avec un grand sourire et avec vraiment l'envie de partager sa profession qui est également sa passion, donc voilà. En règle générale, les gens passionnés sont passionnants et c'était son cas. Et donc ouais, c'était l'occasion d'évoquer les travaux de John Chambers ou de Rick Baker et d'autres maquilleurs. Et c'était l'occasion, voilà, pour un frappé comme moi de la planète des singes, de poser pas mal de questions. Ouais, c'est un moment que j'ai vraiment particulièrement savouré. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je pourrais parler des maquillages de la planète des singes, mais là ça pourrait faire l'objet d'un épisode spécial, d'un petit hors-série de Cornelius Enzira, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Allez, j'aurais juste un regret, c'est que cet événement il a été filmé et a priori la vidéo a été postée nulle part. Alors si jamais vous la voyez quelque part, je veux bien qu'on me fasse signe, mais ouais voilà, j'avais juste envie d'en reparler un petit peu parce que finalement, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans cette 23e édition du Festival de Gérardmer. On en arrive à la conclusion de la deuxième partie de cet épisode consacré à Gérardmer. Et en fait, je voudrais en profiter pour faire une chronique rapide d'un EP d'un groupe originaire de Mulhouse et Belfort qui s'appelle Defractor. Alors bon, certains d'entre vous connaissent déjà très certainement le podcast cinéma qui s'appelle 24 FPS. Et donc, un des deux animateurs, Jérôme, est membre d'un groupe de thrash metal, donc Defractor, comme vous l'aurez deviné. Et comme il était présent au festival de Gérardmer, j'en ai profité pour le rencontrer rapidement et j'avais en tête de lui choper ce 3 titres qu'ils ont sortis. Donc avant de vous dire quel goût ça a, on va déjà parler de l'emballage. Le layout est vraiment soigné. Le disque s'appelle Dark Future and Toxic Shades. Et très honnêtement, voilà, le dessin de la pochette est vraiment dans ce délire. Dessin en noir et blanc d'un mec en train de canner au milieu de trucs qui ont l'air bien toxiques, des masques à gaz, etc. Enfin bref, on est complètement dans le délire trash. On pourrait même penser à une pochette de grind. Les titres des morceaux sont bien dans le délire aussi. Toxic Revenge, Reign of Steel, qui est, j'imagine, peut-être un hommage à Conan le Barbare. Enfin bref, ça a l'air d'être plutôt bon spirit, rien qu'en regardant la pochette. Et finalement, quand on écoute le disque, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Bon, déjà, comme j'ai dit, le layout est soigné, le son est vraiment bon, c'est hyper carré, c'est vraiment agréable à écouter. Ça, déjà, premier point très positif. Parce que ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que c'est 100% du DIY, à ce que j'ai compris. Et ça aussi, c'est bon spirit. Pour moi, en fait, le trash, c'est un peu une montagne à deux versants. Il y a un versant punk hardcore, en gros, celui d'où je viens moi, et un versant métal. Bon, Defractor, eux, ils sont clairement du côté métal de la force, ce qui est absolument pas un problème. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont quand même une approche assez radicale. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de solo interdit, c'est pas tout le temps tout à fond, tout dans le rouge. Et ouais, en termes de composition, même si je pense pas qu'ils ont l'intention de renouveler complètement le genre avec ces 3 titres, voilà, il y a quand même une certaine finesse, quoi. C'est fait intelligemment et encore une fois, ça aussi, ça fait bien plaisir. Donc bon, a priori, ce disque, c'est surtout une carte de visite. Jusqu'ici, je crois qu'ils ont surtout tourné autour de chez eux. Donc voilà, en Alsace, en Franche-Comté, en Allemagne. Voilà, le disque est sorti sur aucun label. Mais je pense que voilà, avec ce genre de disque, il y a moyen d'aller le défendre un petit peu plus loin que chez eux. Et pourquoi pas l'intéresser à un label, quoi. En tout cas, je veux bien leur apposer mon seau approuvé par Cornelius Enzira, un seau avec lequel on peut voyager dans de nombreuses contrées. Donc, je vais vous passer un morceau, donc le tout premier morceau de ce disque, Toxic Revenge, et si jamais ça vous plaît et que vous êtes promoteur de show ou que vous avez un petit label, sait-on jamais, quoi.
fois-ci, on arrive vraiment au terme de la deuxième partie de cet épisode 0. Logiquement, j'ai prévu une troisième partie pour conclure cet épisode sur Gérard May, mais je dois vous avouer qu'il y a encore pas mal de taf en termes de préparation, et donc je vais faire aussi selon mes envies. En fait, je voudrais surtout profiter de cette conclusion pour adresser quelques remerciements. Juste avant, je vous parlais du podcast 24 FPS, donc je voudrais remercier Jérôme. Quand je lui ai parlé de mes envies de moi-même faire un podcast, il m'a distillé de précieux conseils, il m'a donné des encouragements. C'était peut-être un détail pour lui, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. 24 FPS, c'est un podcast dédié au cinéma. Alors, ils traitent de l'actualité avec un rythme assez impressionnant, hein. Ils sortent un épisode à peu près tous les 10 jours. Impressionnant surtout quand on sait que leurs épisodes sont assez longs, parce que dans une première partie, à chaque fois, en fait, ils reviennent sur les origines du film, la filmographie du réalisateur. S'il s'agit d'une franchise, ils vont parler des épisodes précédents. Si c'est un remake ou un reboot, et ils vont faire de même. Enfin, c'est toujours hyper intéressant en termes de préparation, il y a un boulot de dingue. Et donc toujours dans cette première partie qui est garantie sans spoiler, ils donnent leur avis sur le film. Et après, ils enchaînent avec une deuxième partie qui est encore plus impressionnante, c'est-à-dire qu'ils vont revenir sur le film scène par scène. Alors là, pour le coup, ils le spoilent complètement, mais à chaque fois, voilà, il y a plein de détails, ils donnent plein de secrets de tournage. C'est vraiment un podcast que je recommande à tous les amoureux du cinéma. Parmi les gens qui m'ont adressé des encouragements et qui ont également partagé le lien de mon émission, eh bien, je voudrais citer Lionel Camille. Donc, j'ai parlé un tout petit peu de son podcast dans la première partie de cet épisode, le Lionel Camille Talk. Donc, à la base, Lionel est romancier, mais donc il s'est mis au podcast il n'y a pas très longtemps. Pour le moment, il y a 2 épisodes. Le premier, qui est en 2 parties, est consacré à la filmographie de James Cameron. Un épisode qu'il a fait en collaboration avec Jérôme de 24 FPS. Donc voilà, il y a aussi de la consanguinité dans le milieu du podcast. Et il a fait un 2e épisode qui concerne la cryptozoologie et plus particulièrement le Yeti. Quand je dis Yeti, il ne se cantonne pas à ça, il parle également de l'Almasty, de Bigfoot, du Sasquatch. Enfin voilà, les gens qui connaissent un petit peu savent de quoi je parle. Et c'est un épisode qui très sincèrement bouscule les certitudes que l'on peut avoir sur le sujet. C'est passionnant et je vous conseille vraiment de l'écouter si vous êtes branché cryptozoologie. J'ai parlé également de Geek et Légendes. Donc ouais, dès la préparation de cet épisode, je savais que j'en parlerai concernant leur épisode à propos des loups-garous. Et il se trouve que voilà, après que j'ai publié la première partie de cet épisode 0, eh bien l'un d'entre eux m'a adressé des conseils et des encouragements. Il a partagé le lien de l'émission. Donc voilà, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc si j'en parle, c'est pas du copinage, c'est vraiment parce que j'écoute. Donc le principe de leur podcast, c'est qu'ils prennent des grands mythes modernes et ils les décortiquent, ils reviennent sur les origines du mythe et sur les différentes adaptations qu'il y ait pu avoir, donc que ce soit au cinéma, en littérature, en BD, dans les jeux vidéo, même dans la musique, dans la pub. Enfin vraiment, ils essaient de donner un grand tour d'horizon concernant donc des mythes comme les morts vivants, les loups-garous, je l'ai cité, les vampires, les momies. Ils ont fait les légendes arthuriennes, ils ont fait James Bond aussi. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup d'écouter, surtout que c'est enregistré dans une ambiance plutôt fun. Les gars discutent tout en se marrant et en vidant des bières, et on a l'impression d'être à table avec eux et on ricane bien. Je voudrais remercier également Karine du podcast qui s'appelle Une fille, un podcast. Donc le principe de ces émissions, c'est tout simplement qu'elle nous parle des podcasts qu'elle apprécie. Et depuis quelques semaines, en fait, elle invite des podcasteurs et elle les interviewe. C'est comme ça, moi, que j'ai commencé à l'écouter, parce que j'ai commencé à écouter les interviews des podcasteurs que j'appréciais, puis je me suis mis à écouter les autres interviews, ça m'a fait découvrir d'autres podcasts. Karine a elle aussi pris le temps de me donner des conseils de façon objective, et voilà, des retours, on n'en a jamais suffisamment, donc merci à elle, ça m'a fait vraiment plaisir. Et enfin, je voudrais remercier Nasty Samy, qui a pris le temps de faire une petite review de la première partie de ce podcast. Ceux qui sont déjà familiers avec les activités de Nasty Samy savent qu'en règle générale, il a un emploi du temps plutôt chargé. C'est-à-dire que quand il n'est pas en tournée, c'est qu'il est en train d'enregistrer. S'il n'enregistre pas, c'est qu'il compose un nouvel album. S'il fait pas de la musique, ça veut dire qu'il est en train de rédiger une chronique pour un magazine, ou alors qu'il est en train de ficeler son dernier fanzine, ou bien qu'il rédige un nouveau bouquin. Et s'il n'est ni en train de faire de la musique, ni en train d'écrire, c'est qu'il est en train d'animer un de ses podcasts, notamment Now It's Dark.
Donc si vous êtes amateur de culture bis, qu'il s'agisse de cinéma, de littérature, de comics, et bien évidemment de musique, je vous invite à aller faire un tour, en sachant qu'en termes de musique, il brasse plutôt large, hein. Ça va de la pop au métal extrême, en passant par tout ce qu'il y a entre les deux. Et surtout, si vous aimez les gens qui ont des opinions tranchées et qui les assument, eh bien ce podcast est fait pour vous. Cette fois, on va vraiment se dire au revoir. Donc si vous avez écouté ce podcast en faisant votre jogging, eh ben félicitations. Et attention, hein, on ne néglige pas les étirements à la fin, hein, pour éviter les courbatures. Et si vous avez écouté ce podcast en cuisinant, eh bien j'espère que tout le monde va bien se régaler. En attendant, prenez soin de vous et faisez pas les fous. Allez, à bientôt les Spartiates.